Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter aujourd'hui mes graphiques préférés. Alors comme je vous le disais précédemment, les graphiques c'était un genre que je lisais pas trop avant et j'ai commencé à lire en 2024 et je suis vraiment tombée dedans en 2025. Donc j'ai fait plein de super belles découvertes et j'avais envie de vous les partager aujourd'hui. Pour la plupart des graphiques, je vais essayer de vous mettre des plans de l'intérieur pour que vous vous rendiez compte un petit peu des images, des illustrations, etc. Du style de BD que vous pourrez retrouver dans cette vidéo. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. On va commencer par des graphiques young adultes parce que je trouve qu'on a un très beau choix en termes de graphiques pour les ados. Ensuite, on passera sur les graphiques adultes et je vous parlerai ensuite de deux auteurs dont j'apprécie particulièrement le travail en règle générale. Le premier graphique dont j'avais envie de vous parler, c'est Les Cœurs de Ferraille de Minuera et Becca. Donc c'est une trilogie et je pense que c'est mon coup de cœur de l'année 2025. J'ai vraiment été très agréablement surprise par cette proposition. C'est un titre que j'ai emprunté dans ma médiathèque un petit peu par hasard. J'étais attirée par le dessin et puis je trouvais que c'était un petit peu mystérieux. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait j'ai vraiment adoré cette histoire. Donc on est dans un monde rétro-futuriste. On est dans une ambiance avec des décors, je dirais, style États-Unis, époque coloniale. Mais on a des robots qui sont là pour servir les humains et qui, en fait, vont faire le travail dans les champs, notamment les champs de coton, vont leur servir de domestiques ou même vont leur servir de nounous. Ces robots, ils ne se contentent pas d'effectuer les tâches qu'on leur attribue, ils ont aussi une capacité de penser, je dirais, de réagir, puisque quand ils sont en contact avec des enfants, etc., il faut qu'ils aient quand même des interactions. Et le fait qu'ils aient cette capacité de penser, ça leur permet en fait d'avoir aussi un potentiel de création et d'inspiration. Et en fait, c'est tout l'enjeu de l'histoire, c'est-à-dire qu'ils se mettent à créer, ils se mettent à écrire des livres, et ça, c'est très mal vu par une partie de la population qui estime qu'en fait, ils vont leur voler leur culture et essayer de reprendre le pouvoir. Donc ça, c'est un petit peu la toile de fond de notre histoire que l'on va suivre tout au long des trois graphiques. Mais en fait, chaque histoire est indépendante et suit des personnages avec des robots qu'ils rencontrent au fur et à mesure de leur péripéties et qu'ils vont aider, entre guillemets, à s'affirmer et à reprendre leur liberté d'expression. Donc clairement, le parallèle, il est vite fait avec l'époque coloniale et l'esclavage. C'est une BD qui a pour vocation de faire réfléchir justement les jeunes sur ce sujet et puis d'éduquer, d'apprendre. Il y a de beaux messages d'espoir, de paix, de vivre ensemble que moi j'ai énormément apprécié dans cette histoire. Il y a des réflexions sur la beauté du monde, sur la libre pensance. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympa. Les illustrations sont très belles et le fond de l'histoire est extrêmement intelligent. Je vous la recommande chaudement. On continue ensuite avec la saga Earthstopper de Alice Oseman. Alors j'ai hésité un petit peu à mettre cette saga et d'autres dans ce top parce que quand elles ne sont pas finies, les sagas, j'ai du mal à en parler parce que je me dis qu'on peut toujours être déçu par le ou les derniers tomes qui vont sortir. Mais cette saga, je pense que personne n'a pu passer à côté. Elle a été adaptée sur Netflix, on en a beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux à l'époque de sa sortie. Et d'ailleurs, j'avais lu les premiers tomes, je crois les 3 ou 4 premiers tomes à l'époque de leur sortie. Et puis après, je l'avais laissé un petit peu de côté parce que le tome 5 avait mis du temps à sortir. Et puis le tome 6 voilà, n'est toujours pas sorti. On l'attend avec impatience. J'ai vu qu'il était programmé dans sa version originale pour le mois de juillet de 2026 et j'espère qu'il sera très très vite traduit parce que voilà, j'adore cette saga, c'est un vrai doudou. Du coup, je vous ai pas pitché du tout la saga. On est sur deux adolescents, deux garçons. Un est clairement homosexuel et assumé, on va dire, bien que son homosexualité ait été révélée contre son gré.
L'autre se pense hétérosexuel et finalement au contact de ce premier garçon va ressentir des choses qu'il n'avait pas prévu de ressentir, on va dire ça comme ça. Et une relation va naître entre eux, en fait, une découverte. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien amené. Il y a énormément de respect, il y a énormément de partage entre les personnages. La relation qu'ils développent est très saine, et ça fait plaisir parce que moi j'en ai un petit peu soupé des romances où les personnages sont un peu écorchés, voilà, se font du mal sans le vouloir, etc. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, on est voilà sur du respect, comme je disais, sur du partage. Ça touche également à des sujets de société que peuvent rencontrer les adolescents de notre époque. Donc que ce soit le harcèlement, que ce soit des problèmes liés au TCA, etc. Donc c'est extrêmement intéressant. La façon dont c'est traité, c'est extrêmement intéressant et c'est toujours très doux, très agréable. Il n'y a jamais de scène voilà, de violence ou de quelque chose comme ça. Voilà, c'est un vrai bonheur à suivre et je serai là au rendez-vous pour le tome 6. Je vous parle ensuite de la saga Elle de Kit Toussaint et Aveline Stockhart. J'aime beaucoup cette saga aussi. Je sais qu'elle est très plébiscitée chez les adolescents puisque je la vois beaucoup en tête de gondole en librairie. Et franchement, je comprends pourquoi. L'univers graphique est hyper sympa, hyper attrayant. On a ce côté un petit peu dessin animé moderne qui donne vraiment envie d'y retourner. Et en plus de ça, l'histoire est vraiment haletante et les pages se tournent toutes seules, je dirais. C'est une trilogie, là encore, et une trilogie qui se dévore vraiment d'un seul trait. Enfin, moi, je sais que j'avais emprunté les 3 livres à la médiathèque en même temps et que je les ai lus voilà, en 1 heure. Ça a été bouclé parce que j'ai vraiment passé un super moment. C'est hyper haletant. Donc on va suivre elle, qui est une adolescente d'apparence totalement normale, qui arrive dans un nouveau lycée et qui va rejoindre une bande d'amis qui existe déjà. Mais très vite, elle va montrer un comportement étrange, comme si elle avait plusieurs personnalités. Et on voit effectivement hein, sur la couverture, c'est plutôt bien représenté, je trouve que c'est agréable pour le lecteur. Chaque personnalité a une couleur de cheveux différente et intervient à des moments pas forcément opportuns pour elle. Et en fait, elle, avec le soutien de ses amis, elle va essayer de comprendre un petit peu ce qui lui arrive. On sait très vite, dès les premières pages, qu'il y a une personnalité qui essaye de reprendre le dessus sur les autres. Et on va suivre un petit peu voilà, comment elle va réussir à se dépêtrer de tout ça. Et puis il y a une autre intrigue aussi en toile de fond, mais que je ne vous révèle pas puisque on la connaît surtout à partir de la fin du premier tome. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment très sympa, c'est très addictif, c'est très haletant. Les illustrations sont vraiment hyper sympas. Moi, j'aime beaucoup le travail de Kit Toussaint. Je l'avais découvert aussi dans une autre saga avec des robots qui s'appellent Love, 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 je crois. Et voilà, je trouve que son univers est vraiment très fourni, très riche. Il y a beaucoup de couleurs, c'est voilà, c'est vraiment très sympa. Le seul petit bémol que j'aurais avec cette saga, c'est qu'on a un personnage de la bande d'amis qui est très à côté de ses pompes, voire des fois elle paraît un peu bête. Et autant je trouve que c'est un peu rigolo au début, etc., mais que l'accent est un petit peu trop mis sur ce personnage tout au long de la saga et sur ses bourdes, on va dire. Et voilà, je m'interroge un petit peu sur le bien fondé, mais ça, je pense que c'est mon regard d'adulte qui veut ça. Sinon, voilà, je trouve que c'est une belle, un beau message sur l'amitié, sur le pouvoir de l'amitié, et puis sur le fait d'embrasser toutes les parts de sa personnalité, puisque elle ne souffre pas de maladie mentale, hein, clairement. C'est simplement des traits de personnalité qui se révèlent, comme ils pourraient se révéler en chacun d'entre nous, mais qui sont finalement exacerbés par l'adolescence. Donc c'est ce travail qui est fait à l'intérieur d'elle-même pour embrasser la totalité de ses personnalités et apprendre à vivre avec toutes les parts de nous-mêmes. Donc voilà, c'est une BD que je trouve très intéressante et très sympa à recommander aux adolescents. Je vous parle ensuite d'une autre BD que je n'ai pas en ma possession, mais que j'ai vraiment adorée, que j'ai lue en 2025 et qui fait pareil partie de mes coups de cœur de l'année 2025. Il s'agit de Mitsuo de Jérôme Hamon. Alors là encore, j'ai hésité à vous parler de cette BD-là parce que c'est un tome 1 qui est sorti en 2024 et on n'a pas encore de suite annoncée. On n'a pas encore de tome 2. Normalement, je pense que c'est une duologie puisque quand j'ai emprunté le premier tome, j'ai vu qu'il y avait écrit 1 sur 2. Donc je suppose que c'est une duologie.
Dans cette histoire, on va suivre Sacha, qui est un petit garçon neuroatypique, qui a un trouble qui s'apparente, je dirais, à une forme d'autisme, et qui en fait vit dans un univers, dans sa tête, qui se rapporte à son personnage de fiction préféré, qui est Mitsuo, un commandant d'un vaisseau intergalactique, on va dire ça comme ça. Et en fait, très vite, Sacha bien, montre des signes d'inadaptation dans une école classique. Et ses parents se posent la question de le faire rentrer dans un établissement spécialisé. Ils font les démarches, mais finalement, sa maman décide d'essayer de régler le problème par elle-même et d'essayer de sortir son petit garçon de la torpeur. Et elle part donc, en fait, elle s'enfuit avec son petit garçon, puisque le papa n'est pas du tout d'accord avec ce choix. Et du coup, elle s'enfuit avec son petit garçon pour essayer de le soigner par elle-même et de le retrouver, entre guillemets. Donc on va suivre un petit peu cette échappée, tantôt drôle, tantôt triste, touchante. Moi, j'ai été vraiment très touchée par ce titre parce qu'il nous montre à quel point la différence est très mal gérée par la société. Puisque très vite la maman se retrouve confrontée avec les services sociaux, etc., qui veulent absolument récupérer l'enfant pour le faire rentrer dans cette institution. Et puis également la façon dont la différence affecte le couple, puisque les parents, bien qu'ils soient soudés, se retrouvent à devoir faire des choix. Et puis chaque personne peut avoir des idées différentes sur la manière de traiter son enfant. Euh, Comment ça peut vraiment affecter un couple. Euh, je dirais pas le détruire parce qu'il reste quand même très amoureux, mais en tout cas, voilà, c'est des difficultés qu'il traverse. On a des personnages qui croisent la route de Sacha et de sa maman pendant leur escapade et qui sont vraiment très touchants, très attachants. Les dessins sont absolument magnifiques, très qualitatifs. J'ai trouvé que tout était extrêmement bien dosé. On est dans l'émotion sans jamais tomber dans le pathos, malgré les difficultés voilà, qui arrivent dans cette histoire. C'est vraiment une BD que je recommande très chaudement parce que elle peut plaire aussi bien à un lectorat plus jeune qu'à des parents qui vont peut-être se retrouver dans ces situations-là. Et puis ça permet aussi de sensibiliser les plus jeunes à la différence et aux troubles tels que l'autisme, etc. Je vous parle ensuite de la BD On l'appelait Vermicelle de Fanny Vella. Alors Fanny Vella, je l'ai découvert avec cette BD, mais elle fait beaucoup d'autres choses. Elle travaille énormément sur les sujets de société. Donc là, il y est question des violences que peuvent subir les enfants et puis du sexisme ordinaire. Mais je l'ai découvert aussi avec un autre texte qui était Le Seuil, où là, il était question d'emprise et de violence conjugale. Celui-ci, il fait partie de mes coups de cœur de 2024. Je l'ai vraiment adoré, il m'a beaucoup touchée. On va y suivre donc cette jeune fille, Vermicelle, de sa naissance jusqu'à son passage quasiment à l'âge adulte, je dirais. Et puis, Fanny Vella, elle va nous faire un peu un état des lieux, des violences ordinaires ou beaucoup plus dramatiques que peuvent subir les enfants, euh, et plus particulièrement les petites filles. Je pense que cette BD, c'est un appel à libérer la parole des plus jeunes, notamment des jeunes filles. Et puis un appel à la vigilance aussi pour les parents, vigilance envers l'entourage et vigilance envers les comportements qu'ils peuvent avoir envers leurs enfants, puisque euh, voilà, il peut y avoir des violences ordinaires dont les parents ne se rendent pas forcément compte, euh, qui ne paraissent pas dramatiques comme ça, mais qui finalement forgent le caractère des enfants et des futurs adultes qu'ils seront. Et ce sont des choses qui peuvent marquer à vie, qui peuvent influer sur la construction de ces futurs adultes. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très touchant. Bien sûr, tout est condensé dans une histoire. Donc, c'est assez intense. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup émue. J'ai pleuré à certains moments, vraiment à chaudes larmes, parce que j'ai trouvé ça extrêmement touchant et que ça faisait prendre conscience. Donc voilà, je vous recommande ce titre vraiment chaudement pour tout son côté instructif. On passe maintenant au BD adulte et j'avais très envie de vous parler de l'adaptation du roman de Flore Vesco D'or et d'oreiller par Mayel Gouste. Alors c'est une réécriture de La princesse au petit pois et j'aime beaucoup le travail de Flore Vesco en général
parce que dans ses réécritures de contes, je trouve qu'il y a un côté où elle garde vraiment le côté cruel des contes du Moyen Âge finalement, parce que dans les contes originaux, c'est pas quelque chose de doux du tout, on est loin des héroïnes de chez Disney. Et j'aime beaucoup cette proposition, il y a un côté féminin assumé, il y a des thèmes finalement assez modernes qui sont traités dedans. Et adapté avec les dessins de Maya Langouste, c'est vraiment somptueux. J'aime énormément les dessins de Maya Langouste. Je l'avais découvert dans une autre adaptation qui était la suite de la guerre de Catherine. Je vous mettrai une petite photo par là. Je trouve qu'elle a vraiment un univers graphique qui est extrêmement intéressant. Dans ce livre qui est plutôt marketé jeune adulte, je dirais, puisqu'il est publié par l'École des loisirs dans sa version roman. Euh, il y est question quand même de la découverte du désir, et je trouve que c'est extrêmement bien représenté par Maya Langouste, c'est-à-dire que ce n'est jamais outrancier, ce n'est jamais vulgaire, c'est vraiment représenté avec beaucoup de grâce. Et j'ai adoré cette proposition. Il y a aussi beaucoup de mystère, on est dans une ambiance quand même assez pesante, assez lourde, et c'est extrêmement bien retranscrit dans les dessins de Maya Langouste. Voilà, j'ai adoré cette proposition et je vous la recommande encore une fois. Une de mes sagas graphiques chouchou, L'Orée Olympus de Rachel Smith. Donc c'est une réécriture du mythe d'Hadès et Perséphone. J'adore cette série, je peux pas vous dire mieux, c'est vraiment hyper addictif, je trouve. On est dans un webtoon qui a été depuis édité par Hugo BD. On a à ce jour 9 tomes qui sont sortis sur 10. Le 10e tome est annoncé pour le courant de l'année. Mais l'histoire est terminée, hein. Je pense que sur internet on peut la consulter dans son intégralité. Je vous mentirais si je vous disais que j'avais aimé le premier tome. C'est un tome qui est plutôt introductif et qui nous introduit, en plus du mythe d'Hadès et Perséphone, à un problème de société qui est le sujet du consentement et qui sera en fait le fil conducteur de toute la saga. C'est intéressant la façon dont c'est traité par Rachel Smith. Et puis en toile de fond, on a toujours bien sûr la relation entre Hadès et Perséphone. Et c'est intéressant de voir que Hadès, qui est censé être le roi des enfers et être le grand méchant de l'histoire, n'est peut-être pas finalement le méchant auquel on pourrait s'attendre, et que la jeune Perséphone qui sort un petit peu de son nid douillet avec sa maman Déméter va découvrir la vie et se confronter au fait que eh bien, les prédateurs ne sont pas forcément ceux qu'ils semblent être. Moi, j'adore le personnage d'Hadès. Il est hyper patient, hyper doux, hyper protecteur avec Perséphone. Leur relation, je la trouve vraiment très mignonne, tout dans la retenue. Et puis, voilà, il y a ce côté romance hyper addictif qu'on a vraiment envie de suivre. Et puis, bah, toutes les péripéties entre les dieux, les nymphes, etc. Il se passe plein de choses. Et ouais, c'est vraiment une saga addictive. Je sais que à partir du tome 2, j'ai vraiment commencé à vraiment bien rentrer dans l'histoire. Et après, voilà, j'ai enchaîné quasiment tous les tomes pour être à jour. J'ai le tome 9 du coup que j'ai reçu à Noël et que j'ai vraiment très hâte de lire. Et en même temps, je ne me dépêche pas parce que je n'ai pas encore la date de sortie du tome 10. Et puis après, bah, ce sera terminé, donc je pense que je serai quand même assez triste. Une autre BD que je n'ai pas non plus en ma possession, mais que j'ai découvert en médiathèque et que j'ai adoré et que je pense que je me procurerai dans pas trop longtemps, c'est L'héritage fossile de Philippe Valette. Alors dans ce titre, on va suivre un équipage à bord d'un vaisseau spatial qui se rend dans une planète semblable à la Terre, en tout cas qui semble pouvoir recueillir la vie humaine. Et ils partent avec des espèces d'embryons à l'intérieur de leur vaisseau. C'est une planète qui se trouve extrêmement loin, à plusieurs centaines d'années de voyage. Donc cet équipage va se cryogéniser, entre guillemets, entre chaque étape pour éviter de vieillir et pour pouvoir arriver à destination sans avoir pris trop d'années d'âge et sans être décédé non plus, puisque quand il faut parcourir plusieurs centaines d'années dans la galaxie, voilà, il faut réussir à arriver à bon port.
Le problème qui se pose, c'est que la cryogénisation les affecte d'une manière inattendue et que leur voyage est finalement remis en question puisqu'ils ne savent pas si, malgré cette cryogénisation, ils arriveront à arriver à destination. On se rend compte très vite qu'on a deux personnages qui sont sur cette planète et que l'un des deux donc raconte cette histoire à l'autre de ce voyage, de cet équipage, etc. C'est un titre très intéressant puisque, comme tous les titres de science-fiction, il pose des questions éthiques, à savoir, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de ces embryons si on n'arrive pas à destination? Est-ce que notre priorité est de les sauver? Et puis en même temps, est-ce que c'est notre rôle d'aller repeupler une terre avec une espèce qui n'est pas son espèce d'origine? Donc c'est un huis clos et on a cette tension, ces questions éthiques en fait, qui agissent comme une tension au sein de l'équipage puisqu'ils doivent faire des choix et bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord, puisque tout le monde a une vision de l'éthique qui est différente et des valeurs qui sont différentes. On a cette sensation un petit peu d'étouffement, et puis on est sur une temporalité qui nous dépasse, puisque le voyage est censé durer plusieurs centaines d'années. Donc, en fait, on se retrouve un petit peu coincé avec cet équipage. On sait qu'ils ne peuvent pas faire demi-tour parce qu'il s'est passé tellement d'années que les personnes qui les ont envoyés dans ce vaisseau sont certainement mortes aujourd'hui sur Terre et que du coup, ben, presque personne ne se souvient d'eux, ne se souvient de leur mission. Donc, ils ne savent pas s'ils doivent faire demi-tour, s'ils doivent quand même persister et essayer de rejoindre cette planète. Et puis le final était pour moi totalement inattendu, m'a énormément surprise et laisse un goût, je dirais presque amer en bouche, mais voilà, qui est assez propre à la science-fiction. J'ai tout simplement adoré, j'ai trouvé que c'était voilà, une belle source de réflexion, comme beaucoup d'ouvrages de science-fiction. On reste dans la science-fiction avec cette adaptation du roman de René Barjavel, La Nuit des Temps, par Christian Demeter. Donc, comme je vous le disais, La Nuit des Temps, c'est un roman de science-fiction à la base. On va suivre une équipe de scientifiques sur un des pôles, antarctique ou arctique, je ne sais plus exactement, qui font des recherches et qui vont tomber un peu par hasard sur une civilisation enfouie sous la glace, qui semble enfouie depuis des millénaires. Et ils vont trouver deux corps qui sont cryogénisés et qui pourraient potentiellement ramener à la vie pour savoir un petit peu eh bien, ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à cette civilisation extrêmement ancienne. Là encore, c'est une œuvre qui pose des questions éthiques, puisque on se demande est-ce qu'il faut vraiment ramener à la vie ces êtres, est-ce qu'ils vont pouvoir s'adapter à la vie moderne, et en même temps, on a envie de savoir effectivement quelle est cette civilisation et pourquoi elle s'est éteinte. Et puis La Nuit des Temps, c'est aussi une très belle histoire d'amour, puisque ils vont choisir de réveiller la jeune femme qui est congelée. Et puis elle va leur livrer son histoire et elle vit une grande histoire d'amour à l'époque de la chute de cette civilisation. Voilà, moi c'est une histoire que j'adore, que je trouve intemporelle et que j'ai vraiment aimé redécouvrir avec les dessins de Christian Demeter. C'est une histoire voilà intense. Je n'ai pas trop de choses de plus à vous dire parce que ce roman est extrêmement connu et que voilà, je pense qu'il mérite d'être lu si vous aimez la science-fiction. Et puis, bah, ces illustrations, je les trouve vraiment sublimes. Je trouve qu'elles servent vraiment le propos du livre. Et, euh, et voilà, de toute façon, je vous mettrai des plans, des images de ce livre et vous verrez par vous-même. Mais c'est vraiment sublime et c'est vraiment à découvrir. Je vous parle ensuite de deux auteurs dont j'aime particulièrement le travail en règle générale. Le premier dont j'avais envie de vous parler, c'est Stéphane Fer. Alors là, j'ai choisi deux graphiques. J'ai choisi Blanc autour, qu'il a coécrit avec Wilfried Lupano. Et puis j'ai choisi Peau de mille bêtes, qui est une réécriture d'un conte qui n'est pas tout à fait Peau d'âne, mais qui ressemble un petit peu. Je ne connaissais pas ce conte, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé. L'univers de Stéphane Fert est vraiment varié. On a voilà autant des livres qui vont toucher une époque plutôt contemporaine, autant des réécritures de contes, des réécritures de mythes, etc. Là où je trouve un fil conducteur, c'est dans sa façon de représenter les femmes. Je trouve qu'il représente toujours des femmes fortes, courageuses, avec des dessins
tout en rondeur. Voilà, c'est vraiment, il a un don, je trouve, pour mettre en valeur les femmes, aussi bien dans leurs actions que dans le dessin qu'il fait d'elles. J'aime beaucoup son œuvre en règle générale, j'ai presque tout lu de lui et je pense que je continuerai à le découvrir parce que voilà, j'adore son travail et je vous le recommande là aussi parce que voilà, c'est à découvrir et Blanc autour traite du sujet, celui-ci traite du sujet du racisme et c'est aussi extrêmement intéressant. Voilà. Et enfin, je termine avec l'autrice Gaëlle G. Miller, que j'ai ici avec Les Fleurs de Grand Frère, mais que j'ai eu aussi l'occasion de découvrir avec Le Jardin Paris, je vous mettrai une image là, et avec Presque Mimi, qui sont deux autres BD qu'elle a faites, réalisées, aussi bien en termes de dessin qu'en termes d'écriture. Le travail de Gaëlle G. Miller est placé sous le signe de la singularité, je dirais. On a des univers qui sont souvent très oniriques, poétiques, parfois mystérieux. Il y est souvent question de quête de soi, d'acceptation de soi. Elle représente aussi beaucoup les liens familiaux et comment ces liens familiaux influent sur le développement des personnes, le développement des personnalités et le passage à l'âge adulte. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne donne pas d'explication à la fin de ses histoires. C'est au lecteur de tirer ses propres conclusions. Et je trouve que voilà, ça rajoute de la poésie à son œuvre et ce côté mystérieux et rêve qui est très agréable, très doux. Ce livre-là, Les Fleurs de Grand Frère, je le trouve vraiment très doux. Le travail de Gaëlle G. Miller est vraiment à découvrir. Voilà, on a fait le tour de mes graphiques préférés. Si vous avez lu certains de ces ouvrages ou si vous en avez d'autres à me recommander, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Vous le savez, maintenant, j'ai vraiment envie de découvrir plein de graphiques et de connaître plein de choses. Donc, allez-y dans les suggestions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Ciao, ciao!